et à rejoindre votre place afin que l'on puisse commencer. Donc c'est un débat interactif, donc il va falloir participer. Je pense à vous notamment qui êtes tout en bas dans la fosse, aux jeunes, comme vous dites, monsieur. Oh, ils sont à peine plus âgés que vous, hein, à peine. Peut-être un peu plus turbulents, quoique, toujours. Ouais, on verra. En tout cas, n'hésitez pas à prendre la parole tout à l'heure et à poser des questions à nos différents intervenants. Certaines de nos intervenantes nous rejoindront en cours. On excusera Stéphanie Van Heu, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France en charge des affaires européennes, qui est retenue en séance, et Sophie Primas, la sénatrice, qui nous rejoindra donc tout à l'heure. Avant de vous présenter les personnes qui sont à la tribune, on va demander à Arnaud Péricard, le maire de Saint-Germain-en-Laye, de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue. Vous pouvez applaudir. Hein, c'est pas... Merci pour lui. Il est sympa. Alors, on ne l'a pas présenté, mais c'est Franck Hédard, que vous avez peut-être reconnu parce qu'il travaille sur M6. Et je le dis parce que c'est un ancien Saint-Germanois. Donc, on est toujours content quand les anciens Saint-Germanois reviennent à Saint-Germain. Et Franck a longtemps travaillé, notamment pour Yveline Première. Franck, on est ravis de te retrouver. Merci. Tout cas, et moi, je suis ravi de vous retrouver pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et j'en profite pour féliciter Régina Lecointe de la Maison de l'Europe et toute son équipe pour avoir pris l'initiative d'organiser ce rendez-vous, qui est un rendez-vous qui commence à devenir régulier depuis que la Maison de l'Europe s'est installée en 2011 à Saint-Germain-en-Laye. Je pense que les objectifs de la Maison de l'Europe collent bien à ce qu'est notre ville, c'est-à-dire une ville internationale, européenne, ouverte sur le monde, ouverte sur les autres et ouverte sur l'éducation. Et je suis ravi de voir tous les élèves du lycée agricole. On est venu vous voir il y a presque 2 semaines, il y a 2 semaines maintenant, pour l'inauguration de votre lycée qui est magnifique. Et on est ravis en tout cas de cette ouverture sur les thématiques agricoles et européennes. Voilà. Je pense que ça fait le lien en tout cas avec ce que vous étudiez à l'école. Je suis ravi d'accueillir Pierre Bascou de la Direction générale de l'agriculture à la Commission européenne et Guillaume Roty, également attaché économique à la RP, à la Commission européenne. Ça me rappelle des souvenirs parce que j'ai travaillé moi pour un commissaire européen qui s'appelait Michel Barnier il y a quelques années. Voilà, mais effectivement, donc j'ai une sensibilité européenne assez particulière. Et puis je remercie tout particulièrement nos élus, Sylvie Habert-Dupuis, qui est notre maire adjointe en charge de l'éducation, Isabelle Richard, qui est là, qui est maire adjointe également, et puis René Prioux, qui est notre monsieur Europe et monsieur international au sein de notre ville. Et je voulais simplement, avant de vous laisser la parole, cher Franck, vous dire que grâce à René, notre ville s'est tout récemment vu décerner le drapeau européen de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Alors c'est le Conseil de l'Europe, c'est une autre institution, mais on s'est fait effectivement décerner ce drapeau le 26 avril dernier, et on aura une remise officielle qui sera organisée le 2 décembre prochain. Donc c'est pour vous dire que cet engagement européen, il est au cœur de l'ADN saint-germanois, et on est ravis en tout cas de le partager avec vous, de le partager avec nos collègues. On a des collègues qui viennent, élus ou maires qui viennent des Yvelines. J'ai vu Fabienne Devez tout à l'heure, je crois qu'elle est là-bas, Fabienne, voilà, qui est maire dans les Yvelines, et puis des collègues qui viennent de l'Essonne. Donc bienvenue à Saint-Germain-en-Laye. Et puis je vous souhaite surtout une belle soirée d'échange, de partage autour d'une thématique dont on recommence à parler. Et moi, j'en suis le premier heureux, en tout cas, parce que l'Europe a été vraiment la grande oubliée de ces dernières années. Je trouve que c'est important qu'on parle d'Europe parce que vous, les plus jeunes générations, ça fait partie de votre quotidien, ça fait partie de votre vie. Et les vieux débats qu'on entend aujourd'hui sur faut-il de l'Europe, faut-il pas de l'Europe, quelque part pour vous, c'est complètement dépassé parce que vous êtes déjà dedans et vous êtes déjà au cœur de l'Europe. Donc c'est bien en tout cas, et je suis très content que vous puissiez participer à ces échanges ce soir. Bons échanges et bonne soirée. Merci. Merci Arnaud Péricard. Alors vous allez le constater, je ne vais pas rester en place, je vais toujours être parmi vous, allez vous voir, allez vous titiller, allez réveiller celles et ceux qui seront endormis si ça arrive. Je ne l'espère pas. On va passer la parole à présent à Régina Lecointe, secrétaire générale de la Maison de l'Europe des Yvelines. C'est à toi. Merci Franck. Merci d'abord à Monsieur le maire d'être venu, d'avoir ces quelques mots aussi chaleureux pour nous et pour la thématique. C'est vrai, la Maison de l'Europe est
tout à fait heureuse d'être basée à Saint-Germain-en-Laye parce que c'est vraiment, on est à notre place, c'est l'Europe, on est accueillis et soutenus surtout dans nos actions. Donc ça, je tenais à le dire. Et donc en 2006 déjà, suite à un appel à proposition de la représentation de la Commission européenne à Paris, la Maison de l'Europe des Yvelines avait organisé une série de conférences, débats intitulés «L'Europe vue depuis des Yvelines». Pour montrer aux Yvelinois de quelle façon l'Union européenne est présente dans leur vie quotidienne et par quels différents programmes elle soutient les projets des communes, la recherche, l'industrie du département, mais aussi l'éducation nationale avec ses mobilités. Donc, vous êtes nombreux à nous questionner sur les financements européens adaptés à vos projets. Certains nous disent même que leur territoire n'a aucune information sur les différents programmes. C'est ce qui est dommage. Donc, quand la représentation a lancé le Parlement d'Europe en région, sur tout le territoire de France d'ailleurs, la Maison de l'Europe des Yvelines et son centre d'information Europe Direct ont tout de suite adhéré à ce projet qui nous permet de vous donner la possibilité de poser vos questions directement aux spécialistes et gestionnaires de ces fonds. Et je remercie beaucoup tous les intervenants d'être présents à ce soir pour être à votre écoute et vous donner les informations dont vous avez besoin pour réaliser vos projets. Et je vous souhaite une très agréable soirée, très intéressante, et j'espère que vous trouverez ce soir au moins une partie des réponses à vos questions et surtout des contacts pour pouvoir vous adresser plus tard, que ce soit la région, que ce soit la représentation, pour vous guider dans vos projets. C'est le moment de prendre des 06. Comment ? Compris. Vous m'avez compris, vous ? Ça va ? Ouais, c'est bon. Ah, merci pour le... Merci, Regina. Donc, si j'ai besoin d'aide, en fait, je ne vous demande pas à vous. D'accord. Bon. Le thème de ce débat, je le rappelle, c'est entrepreneurs des villes, entrepreneurs des champs. L'Europe, vous êtes-elle vraiment ? Alors, pour tenter de répondre à vos questions et surtout apporter des réponses, trois intervenants pour l'instant. Donc, vous aurez Regina, si vous avez besoin. Mais vous aurez également Pierre Bascou de la Commission européenne. Il est directeur durabilité et revenu de la Direction générale de l'agriculture et du développement durable. Et puis également Guillaume Roty de la représentation en France de la Commission européenne. Il est donc attaché économique. Merci à vous d'être présent. Avant d'aller plus loin, je vous propose de jeter un œil au petit sondage qui a été fait. Merci pour d'être attentif pendant quelques minutes. Nous vous avons demandé de participer sur Internet et vous avez été nombreux à y participer. Alors, parmi les questions que nous vous avons posées, on va les découvrir ensemble. Voilà, hop, j'ai été trop rapide. Connaissez-vous les dispositifs de soutien à l'entrepreneuriat et à l'agriculture ? Visiblement, vous êtes une majorité à nous répondre non. Autre question qui vous a été posée, c'est pensez-vous qu'ils aident vraiment les exploitations agricoles et les entrepreneurs à développer leur activité ? Là, la majorité est oui. Donc, visiblement, il y a beaucoup de travail à faire, messieurs, ce soir, pour les gens qui sont dans la salle. En tout cas, on retiendra que les gens connaissent, savent qu'il y a des aides, mais ils ne savent pas trop comment ça fonctionne, comment en bénéficier et concrètement quels sont les bénéfices qu'ils peuvent en retirer. Autre questions qui vous ont été posées, quels seraient selon vous les axes prioritaires à renforcer ? On voit ce qui se distingue, c'est favoriser l'innovation et la transition écologique, mieux aider à la création ou à l'installation, faciliter les démarches et l'accès à l'information, et puis augmenter les aides au développement aux entrepreneurs. Et j'en viens à ma première question. Peut-être Monsieur Bascou, que vous inspirent ces résultats, les résultats de ce sondage qui a été fait en ligne ? Tout d'abord, bonsoir à tous. Je vous remercie donc de votre... Ça
Ça fonctionne, oui. Donc, tout d'abord, bonsoir à tous et un grand merci donc, de m'avoir invité donc, à ce débat. J'aurais une première réaction concernant la réponse à la première question. Donc, je pense qu'il ne fait que renforcer la nécessité d'avoir ce débat et la pertinence de nos échanges ce soir. C'est qu'en matière de communication et d'information, apparemment, il y a un vrai déficit, je dirais, en matière d'information et de transmission de cette information sur ce que l'Europe fait ou ce que l'Europe peut faire. Donc je pense que c'est une très bonne chose qu'on ait l'occasion de discuter de ça ce soir. Concernant la deuxième statistique, elle est un petit peu plus favorable. J'ai noté 60% considèrent que les aides à l'agriculture sont efficaces, en tout cas en matière de soutien aux entrepreneurs. Donc je dirais, on pourrait dire pas mal, peut mieux faire quand même. Donc il reste encore 40% de répondants à convaincre. Et concernant les derniers dispositifs et les priorités donc, à donner au soutien public à l'agriculture, j'ai bien noté l'accent particulier mis sur l'innovation, la transition écologique, l'augmentation des aides au développement, etc. Tout ceci correspond à ce que nous avons essayé de faire et ce que nous essayons de faire actuellement avec la réforme de 2013 qui est mise en place depuis 2015. Mais apparemment, bon, il y a un déficit d'information, il y a de l'amélioration à faire. Donc j'ose espérer qu'au cours du débat ce soir, on aura l'occasion d'échanger, de rentrer un peu plus dans certaines considérations. Merci. Guillaume Roty, votre sentiment? Ça marche. Bonsoir à tous aussi et merci pour l'accueil. Donc moi, comme vous avez pu deviner, Pierre va plutôt parler des questions sur l'agriculture et moi plutôt des questions sur les entrepreneurs et le développement des PME notamment. Moi, la première réaction que j'ai, c'est que d'une certaine manière, c'est normal que les gens connaissent mal les dispositifs européens. C'est de votre faute. Exact, c'est de notre faute et pas de notre faute, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi je trouve ça normal et c'est pas du tout la première fois que j'entends ça et qu'on nous remonte cette constatation. C'est parce que, en tout cas pour les entreprises, la plupart des dispositifs européens sont pas portés directement par l'Union européenne, mais sont portés par des partenaires. Donc la plupart du temps, c'est pas la Commission européenne qui fait le chèque pour aider à la création d'entreprises ou qui donne la subvention pour le développement de l'entreprise, c'est quelqu'un d'autre avec qui on a signé un accord et donc nous, on transfère des fonds à ce partenaire. Ce partenaire, c'est le premier d'entre eux, c'est les régions. Le deuxième, c'est certaines banques avec qui on crée des accords. Et puis on a aussi d'autres types de partenaires. Et donc ce sont avec eux que vous avez un contact direct. Et donc quand vous recevez l'aide européenne, malheureusement trop souvent, il y a des entreprises qui bénéficient de soutien européen et qui ne sont même pas au courant. Et donc on a un vrai travail à faire pour arriver à, avec les partenaires qui distribuent les aides européennes, s'assurer qu'il y ait aussi une reconnaissance du fait que c'est une aide qui est commune entre la région et l'Europe ou entre un autre acteur national et l'Europe. Voilà, donc c'est pour ça que ça me surprend pas plus que ça. Et sur les axes prioritaires, c'est vraiment, ça tombe bien, parce que c'est exactement ceux qu'on cherche à développer et à promouvoir. C'est l'innovation, les très petites entreprises, la création, l'entrepreneuriat de manière générale. Merci Guillaume Roty. Alors avant de lancer le débat, comme on sait que généralement la première question est toujours la plus difficile, c'est moi qui ai fait ça ou c'est quelqu'un là-haut? Non, c'est... La première question est toujours la plus difficile parce qu'il faut se lancer. En public, c'est pas toujours évident. Alors, on va regarder les questions qui ont été posées sur les réseaux sociaux avec les hashtags EUDialogue et Aide Europe. Vous pouvez d'ailleurs aussi partager et réagir pendant cette soirée sur les réseaux sociaux. On va regarder la première question. Vous moquez pas, il a une jolie cravate. Jérôme Dozotti, donc il est directeur général d'une entreprise. Sa question, c'est comment l'Europe peut-elle simplifier l'accès aux projets européens pour les petites et moyennes entreprises? Denis Mounouri, maire de Corbeuse, afin de rendre mon territoire plus attractif aux entrepreneurs, je souhaite installer la fibre dans ma commune. L'Europe peut-elle m'aider? Philippe Vandeput, agriculteur, Philippe Vandeput, agriculteur, comment l'Europe peut-elle aider les agriculteurs qui souhaitent diversifier leurs activités? Et enfin, Pierre Guindelet, ingénieur agronome, comment l'Europe peut-elle aider les initiatives d'innovation agricole comme les fermes expérimentales? Voilà les 4 premières questions.
Et comme cette soirée est interactive, je vous le disais, je vais vous demander de voter à main levée sur la question, la thématique qui a retenu votre attention. Alors, est-ce que vous votez pour Denis Mounouri, maire de Corbeuse? Bon, il est là en plus. Faites-lui plaisir. Il a déjà été élu maire. Bon, c'est pas toujours évident, me signale-t-on. La proposition de Jérôme Dezotti. Comment l'Europe peut-elle simplifier l'accès aux projets européens pour les petites et moyennes entreprises? Un peu plus de succès. La question de Philippe Van de Putte, agriculteur. Ouais, ça se vaut. Et enfin, Pierre Guindelet, ingénieur agronome. Regina. Donc, c'est laquelle qui a été retenue? Ça se joue entre Jérôme Dezotti, je pense, et Philippe Van de Putte. Voilà. Regina. Bah, Il faut trancher, Regina. Oui, on va commencer avec M. Dezotti. Allez, Monsieur Dezotti. Donc, comment l'Europe peut-elle simplifier l'accès aux projets européens pour les petites et moyennes entreprises? Et du coup, je pense que c'est plutôt Monsieur Guillaume Roty qui va pouvoir peut-être apporter une réponse. Alors, comment on fait? Alors c'est une très bonne question, c'est une question qu'on se pose beaucoup, puisque, alors je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais c'est vrai qu'il y a une vraie plainte qui est adressée à la Commission et à l'Union européenne de manière générale que les aides européennes, c'est trop compliqué, et il y a beaucoup d'associations ou d'entreprises qui en fait ne postulent pas parce qu'elles pensent que ça va leur prendre trop de temps et qu'il y aura une charge administrative trop grande. Donc on essaye de faire pas mal de choses pour améliorer ça. La première chose qu'on fait, en fait, c'est que, et c'est un peu paradoxal, mais c'est qu'on essaye de donner moins d'aide. En fait, aujourd'hui, on finance les entreprises. Pendant longtemps, on a utilisé les fonds européens pour financer les entreprises en donnant des subventions, donc des aides à la création d'entreprises. Et pour tout un tas de raisons, quand on donne une subvention, il faut faire un suivi de comment elle est utilisée, puisque c'est l'argent du contribuable européen qu'on utilise, c'est l'argent de tous les citoyens, et il faut s'assurer qu'il soit bien utilisé, qu'il n'y ait pas de fraude, et donc il y a beaucoup de contrôles qui sont liés derrière. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser l'argent européen pour faire plus de prêts, en fait. Donc aider les entreprises à obtenir des prêts auprès de banques partenaires ou auprès d'institutions financières, que ce soit des banques comme BPI France ou des instituts de microcrédit comme Initiative France ou l'Association pour l'initiative économique. Et donc ça, c'est un peu plus facile en termes de contrôle et on va dire de bureaucratie, puisqu'en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garantit le prêt que la banque donne aux entreprises. Et donc comme ça, la banque, elle peut donner beaucoup plus de prêts qu'est-ce qu'elle ferait si nous, on n'était pas derrière en garantissant. Et donc en fait, ça aide les entreprises à trouver le premier crédit qui va permettre de développer l'activité, acheter une machine, un local, un ordinateur. Ça aide les entreprises à faire des prêts un peu plus importants s'ils ont des projets d'innovation. Et donc ça, c'est vraiment un axe qu'on développe beaucoup avec la Commission. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du plan Juncker, mais c'est vraiment l'une des priorités de ce plan d'investissement pour l'Europe qui vise à redynamiser l'économie européenne, où on s'est dit, plutôt que de donner des subventions aux entreprises, on va essayer de les aider à trouver des accès au crédit et des prêts, et des emprunts plutôt pour les entreprises. Et ça a aussi une certaine logique, c'est qu'une entreprise, elle est censée gagner de l'argent, donc elle est censée pouvoir rembourser ses prêts, et si elle ne fonctionne que sur les subventions, c'est peut-être pas forcément très durable, et donc c'est bien, et ça donne aussi une dynamique positive de renforcer l'accès au financement via les prêts. Donc ça, c'est une partie de notre activité qu'on fait pour simplifier. Après, on donne encore des subventions, et les subventions sont aussi utiles pour tout un tas de secteurs et d'entreprises. Et ça passe essentiellement par les régions, via les fonds structurels. Et donc là, c'est un travail qu'on fait avec la région, où en fait, on essaye de s'assurer que on ne fait pas deux fois les mêmes types de contrôles et les mêmes types de rapports pour la PME qui bénéficie de l'aide, donc un pour la région et un pour la Commission européenne. Donc ça, c'est des petites actions concrètes qu'on fait pour essayer de simplifier l'accès aux subventions. Voilà. Merci Guillaume Roty. Quelque chose à ajouter peut-être Pierre Bascou? Pas grand-chose à ajouter concernant les éléments de simplification, parce que pour l'agriculture, on se trouve en fait dans la même problématique et la même démarche. Donc je pensais passer aux autres questions
en fait aux 3 autres questions. Si... Alors, on ne va pas forcément répondre à toutes les questions qui sont posées, mais on va prendre l'une qui avait retenu votre attention, celle de Philippe de Vandeput. Comment l'Europe peut-elle aider les agriculteurs qui souhaitent diversifier leurs activités? Mais en fait, si vous voulez, je peux même répondre aux 3 parce qu'en fait, c'est la démarche Tout exactement en un. la même. La démarche est, je dirais, est commune et similaire en fait pour les 3 questions et pour obtenir de l'aide pour la diversification, pour l'innovation, pour l'utilisation et l'installation de la fibre optique donc dans une commune. Actuellement, à travers la politique agricole, on aide le secteur agricole et les zones rurales donc à travers 2 instruments principaux. Le premier dont je suis responsable, ce sont les aides aux revenus. Donc ça représente le gros, ce sont les DPU, comme on les appelle en France. C'est 70% de la PAC. Pour la France, c'est pratiquement 7 à 8 milliards d'euros. Et on aide également les entreprises agricoles et les entreprises en zone rurale, donc à travers un instrument qu'on appelle le développement rural, qui vise à améliorer la compétitivité, qui vise à améliorer l'innovation, je dirais l'impact environnemental, mais également l'économie rurale. Et c'est à travers ce deuxième volet, ce qu'on appelle le deuxième pilier, le développement rural, qu'on peut répondre à ces 3 questions. Donc c'est à travers en fait, ce type d'action que l'on soutient, qu'on aide les agriculteurs à diversifier leur activité, alors soit dans le secteur agricole, à travers la transformation par exemple, ou la mise en marché de leurs produits. On donne des aides pour les agriculteurs dans ce cadre-là. On donne des aides, ce qu'on appelle les services de base, aux communes dans les zones rurales pour par exemple, installer la fibre optique, installer des maisons de santé, donc répondre à des services publics ou des services privés de base. Ça peut concerner des activités, je dirais, à vocation touristique, culturelle, etc. Et on donne également des aides, et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau avec la dernière réforme. On donne des aides à la mise en place donc d'innovation, de processus innovatifs sur les exploitations agricoles à travers, en fait, un fonds public qui permet de soutenir ce qu'on appelle un partenariat européen d'innovation, c'est-à-dire des groupes qui sont constitués d'agriculteurs, de chercheurs, de conseillers, des administrations publiques par exemple, donc de regrouper en fait tous les acteurs possibles de l'agriculture et du développement agricole, et on finance en fait à travers ces groupes la mise en place, l'expérimentation de certaines innovations et la diffusion de cette innovation aux autres agriculteurs dans d'autres régions ou dans d'autres pays. Et donc, toutes ces demandes, toutes ces activités peuvent être aidées. Ce qui se passe à la différence des aides directes, des aides aux revenus dont je suis responsable, c'est que ce sont des actions qui sont optionnelles pour les États membres à mettre en place et qui sont optionnelles également pour les agriculteurs. Et ça, c'est vraiment important parce que vu qu'elles sont optionnelles, elles sont cofinancées par les États membres. Et donc, l'Union européenne met à la disposition des États membres ou des régions un montant budgétaire qui est alloué pour le développement rural, au choix des États membres et des régions de choisir parmi l'ensemble des mesures disponibles quelles sont les mesures qui sont jugées comme les plus pertinentes et les plus intéressantes, je dirais, pour une région spécifique. Et donc, dans certaines régions, vous trouvez beaucoup d'aides à l'innovation. Dans d'autres, vous trouvez des aides qui sont plus concentrées sur l'agri-environnement, sur, je dirais, la transition écologique. Dans d'autres régions, vous avez également des aides qui se focalisent plus sur la diversification des activités. Et donc ça, je dirais, c'est un peu au choix des régions. Et c'est pour ça qu'encore une fois, pour revenir à ce que disait Guillaume précédemment, on est vraiment dans ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon technique, une gestion partagée entre l'Union européenne, les États membres et les régions, où on met à disposition des fonds budgétaires, des mesures à utiliser, et ce sera après à la région de choisir si on préfère financer un projet ou un autre projet. Et donc, par exemple, moi je viens de la région Occitanie. En Occitanie, on finance certaines maisons de santé, alors que vous ne trouvez pas ce financement dans d'autres régions. Ça, c'est le choix vraiment de la région, le choix qui a été fait, je dirais, de façon spécifique dans une région donnée. Merci, Pierre, de cette réponse. Denis Mounouri, je crois que vous êtes dans la salle. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu? Donc concrètement, d'ailleurs, Pierre, cette question s'adresse aussi à vous. Concrètement, c'est oui ou c'est non? Ils veulent l'avoir, sa fibre, grâce à l'Europe ou pas? Oui ou non Non, je réponds à la question. On demande, est-ce que je souhaite installer la fibre dans ma commune? L'Europe peut-elle m'aider? Oui, l'Europe peut vous aider. Par contre, pour avoir accès à ce financement, vous devez aller vous renseigner donc auprès du conseil régional, d'examiner si le conseil régional a bien fait la sélection
de cette mesure, c'est la mesure 20, qui s'appelle service de base, donc, qui permet de financer ce type de projet. Si la région l'a fait et si votre projet est accepté par la région, il n'y a pas de problème, il sera financé. Si la région n'a pas fait le choix de financer les services de base, ça ne pourra pas être possible. Mais l'Europe donne la possibilité. C'est pour ça que j'insiste sur la gestion partagée, c'est qu'on n'est pas tout seul dans ce processus. On parle de la région Île-de-France, arrêtez-moi si je me trompe, je ne suis pas un spécialiste forcément, mais la région Île-de-France en fait dispose d'une enveloppe de 540 millions d'euros et fait régulièrement des appels d'offres pour certains projets et offre un financement européen pour ces projets, que ce soit des projets associatifs, d'entreprises ou de collectivités, c'est ça ? Voilà, donc se renseigner auprès de la région. Est-ce que, M. Mounouri, vous avez eu une réponse à votre question ? Est-ce que ça vous convient ? Oui, non, la réponse est bonne. Merci. Merci beaucoup. Peut-être en complément d'information, excusez-moi, juste pour, je m'excuse de reprendre la parole. Pour être plus complet, allez-y. Les régions, on est dans une période, ce qu'on appelle une période de programmation 2014-2020. C'est la période pendant laquelle, en fait, un budget a été défini au niveau communautaire et donc a été alloué après aux États membres et aux régions. Au début de cette période de programmation, chaque région, pour ce qui concerne les aides au développement rural, chaque région définit un programme par rapport à ses besoins, aux besoins qu'il a identifiés, en matière agricole, non agricole, en matière environnementale, etc. Et ce programme qui est mis en place, ce choix des mesures qui était fait par la région, sont envoyés à la Commission qui doit qui doit approuver ces programmes de développement rural. Et donc c'est dans le cadre de ce programme qui a été approuvé que la région après a le choix de lancer des appels d'offres en 2014, en 2015 ou en 2016. Donc après, c'est à la région de gérer, je dirais, les différentes mesures qui ont été sélectionnées et approuvées pour répondre à des demandes de certaines communes pour des actions spécifiques. Merci pour cette précision. On va maintenant poursuivre les échanges. Si vous le voulez bien, vous allez pouvoir interpeller nos invités, leur poser des questions. Pour cela, il vous suffit de lever le doigt si vous êtes dans le fond de la salle ou bien d'appuyer sur le bouton micro si vous êtes confortablement assis dans les sièges des conseillers municipaux. Alors, je vois quelqu'un qui trépigne d'impatience déjà là-bas. Allez-y, je vous laisse vous présenter et poser votre question. Alors, Yannick Mounouri. Donc, je viens de l'Essonne. Je suis vice-président au développement économique à la communauté de communes du Dourdan-Ernurbois. Ma question concerne à la fois l'agriculture propre dans son ensemble, et plus particulièrement la recherche en agriculture, la perma-agriculture, par exemple. Nous avons ça sur notre territoire. Et l'agriculteur qui s'est lancé dans cette aventure peine à trouver des aides. Et apparemment, les chambres d'agriculture ne sont pas très ouvertes à ce type d'agriculture. Donc, est-ce que vraiment l'Europe et la région est vraiment pour le développement, je dirais, durable et semi-écologique de l'agriculture, ou elle est encore enfermée dans un carcan très particulier où les recherches et le développement se cantonnent à ce qu'on connaît aujourd'hui? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que les maraîchers peuvent également, enfin, surtout pour la création de surfaces maraîchères, les collectivités peuvent obtenir des aides? Alors, si j'ai bien compris, c'est que toutes ces aides-là passent par la région. On n'a pas de contact direct avec l'Europe. C'est tout à fait exact. Oui. Il n'y a pas de contact direct entre les bénéficiaires, donc que ce soit des agriculteurs ou des entreprises agricoles ou des entreprises, je dirais, d'autres secteurs économiques, et la Commission européenne et l'Union européenne. Nous, on traite avec les administrations publiques, qu'elles soient nationales ou régionales, et c'est avec ces administrations publiques que les agriculteurs ou les acteurs économiques en général sont en contact. Concernant votre deuxième question, je vais commencer par la deuxième question, donc sur le développement d'activités maraîchères, il est effectivement possible de bénéficier de soutien donc à ces activités. Ce sont des soutiens classiques, donc soit des aides aux revenus et ou des aides particulières, donc visant à l'ajustement structurel, à l'installation de jeunes agriculteurs, à la mise en marché, la transformation, etc. Donc, oui, il y a possibilité d'obtenir des aides pour le développement d'activités maraîchères.
En réponse à votre première question, je n'ai pas très bien compris votre question, car c'est quelqu'un qui fait de la recherche sur la permagriculture ou c'est quelqu'un qui veut développer ce type d'activité en en testant, je dirais, de façon expérimentale certains travaux de recherche qui ont été faits, parce que la recherche, au sens strict du terme, désolé, on est un peu technocrate à Bruxelles, au sens strict, les financements sont à trouver dans le cadre du budget alloué à la recherche. Alors, je viens de la Direction générale de l'agriculture, on en gère à peu près la moitié pour tout ce qui concerne recherche agricole. Donc mais là, on passe par des systèmes d'appel d'offres, etc. Et en général, ce sont des universités, des centres de recherche qui répondent à ce type d'appel d'offres. Plus particulièrement sur le développement, parce que ce n'est pas nouveau. Cette politique-là, l'agriculteur l'applique depuis une dizaine d'années déjà. Donc, mais malgré tout, comme dans toute recherche, on peine. Et économiquement, il peine. Oui, oui. Donc en fait, cet agriculteur-là, il aura accès à deux types d'aides. Il aura accès en fait aux aides classiques auxquelles ont accès tous les agriculteurs, donc les aides aux revenus ou d'autres aides structurelles ou agro-environnementales. Donc je dirais que ce sont les aides classiques issues de la politique agricole commune. Mais il aura également, s'il le souhaite, il pourra avoir accès aux aides dont j'ai parlé précédemment, aux aides donc à la mise en place de groupes opérationnels dans le cadre de ce partenariat européen de l'innovation, et donc qui permet de développer des petits groupes. Parfois, on trouve des groupes avec 5-6 personnes, 2-3 agriculteurs, des chercheurs, des conseillers agricoles, qui travaillent sur la mise en place et, je dirais, l'expérimentation de certaines luttes contre des maladies, etc., et qui bénéficient de soutien européen. On a pratiquement 2500 groupes opérationnels qui sont actuellement financés pour favoriser l'innovation, le développement de l'innovation et pour diffuser cette innovation. Pour ceci, il doit se renseigner au niveau, donc cet agriculteur-là doit se renseigner au niveau de la région pour savoir s'il y a des partenariats de partenariats européens d'innovation qui sont actuellement financés. Et si ce n'est pas le cas, il peut déposer un dossier, alors pas tout seul, mais il faudra qu'il le dépose avec des conseillers agricoles, des chercheurs, etc., et qu'il dépose un dossier donc visant à demandant un accès à un financement lié à certains types de recherche, certains travaux de recherche et de mise en place pour tester en fait les résultats de cette recherche. Ça, c'est possible. Merci. Et pendant que Sophie Primas, la sénatrice, nous rejoint, Guillaume, quelque chose à ajouter? Oui, juste un petit mot. Quand on dit c'est pas nous, c'est la région, et c'est pas nous qui allons distribuer les fonds, c'est la région, c'est pas qu'on vous aime pas et qu'on n'a pas envie de vous voir et qu'on vous repousse chez quelqu'un d'autre. C'est que l'idée derrière les fonds européens, c'est qu'ils soient dépensés et décidés là où on connaît le mieux la situation locale. Et donc, c'est pas à Bruxelles qu'on va savoir si dans telle ou telle région, il faut plutôt investir dans des maisons de santé ou il faut plutôt connecter les villages à la fibre. Ça, c'est vraiment les autorités locales qui savent quelles sont leurs priorités. Et c'est pour ça que nous, on a une gestion partagée avec eux et qu'on leur délègue cette décision de choisir les projets et les priorités. Nous, ce qu'on fixe, c'est un grand cadre de priorités dans lequel il y a effectivement la transition écologique, la transition numérique, la recherche et l'innovation. Mais après, choisir finement quels projets vont être financés, les autorités régionales sont beaucoup plus compétentes que nous pour décider de ça. Et donc c'est pour ça que ça fonctionne beaucoup mieux si c'est eux qui décident. Merci pour ces précisions, Guillaume. On parle d'agriculture. L'Union européenne compte environ 11 millions d'exploitations agricoles. En Ile-de-France, près de la moitié du territoire est agricole. On y compte environ 5000 exploitations. C'est beaucoup moins, un chiffre qui n'a cessé de diminuer ces 10 dernières années. On a des jeunes qui se destinent à cette branche. D'après les statistiques récentes, seuls 6% des exploitations agricoles sont gérées par des agriculteurs de moins de 35 ans et 31% par des agriculteurs de plus de 65 ans. Je ne sais pas, parmi vous les élèves du lycée, est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants concernant peut-être votre avenir, concernant la branche, concernant la filière? Qui veut se lancer? Ouais. Alors, présentez-vous. Alors, Nicolas Patin, étudiant au lycée agricole et horticole de Saint-Germain. Voilà, moi j'ai entendu sur des reportages sur Arte, comme quoi les subventions pour les exploitations biologiques
avait 40% de moins, contrairement aux exploitations productivistes. Comment est-ce que vous faites pour promouvoir le biologique aujourd'hui? Pierre Bascou. Oui. Bonne question. Donc, j'essaie de comprendre pourquoi les exploitations dans l'agriculture biologique perçoivent moins de soutien. Parce que la plupart des soutiens qui sont octroyés au secteur agricole, et ce sont ceux dont je suis responsable, ce sont des soutiens qui sont donnés sur la base des hectares. Donc, sur base d'hectares. Donc, on ne fait pas de différenciation entre agriculture conventionnelle, agriculture biologique, agriculture raisonnée, etc., etc. Donc, je ne vois pas trop, c'est peut-être au niveau des exploitations dans leur ensemble, peut-être que ce sont des exploitations qui sont de taille moindre, donc de plus petite taille, ce qui fait qu'en moyenne, on pourrait avoir des aides, un niveau d'aide moyen qui est moins important, mais il n'y a pas de différenciation, il n'y a pas de discrimination qui est faite. Au contraire, l'Union européenne essaie de favoriser le développement de l'agriculture biologique. On a des aides très importantes, tant pour la conversion que pour le maintien. Et donc, on a des chiffres qui sont assez impressionnants en matière de financement qui sont faits à travers le budget du deuxième pilier, le développement rural, dont je parlais précédemment, pour l'agriculture biologique. Mais en termes d'aide aux revenus, il n'y a pas de différenciation qui est faite. Donc, je pense que c'est surtout lié à une taille qui doit être moins importante pour les agriculteurs en bio que pour les agriculteurs en agriculture conventionnelle. À travers la PAC, théoriquement, vous n'êtes pas censé aider un peu plus les agriculteurs qui sont plus respectueux de l'environnement, des choses comme ça. Il n'y a pas des critères qui entrent en ligne de compte? Non. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a par où commencer sous la PAC, c'est quand même très sophistiqué. On a 70% du budget de la PAC, donc le soutien aux agriculteurs, qui passe par des aides de revenus. Des aides qui sont octroyées sur la base du nombre d'hectares éligibles, etc., à travers des DPU. Pour ceci, il n'y a pas de différenciation entre les différents types d'agriculture. Mais pour percevoir ces aides, vous devez quand même respecter un certain nombre de standards environnementaux, un certain nombre de standards en matière de santé animale, etc. Et ça, c'est commun à l'ensemble des agriculteurs. Ce qui se passe, c'est qu'on a en plus des mécanismes d'aide à travers ce qu'on appelle le développement rural, qui permet de soutenir le développement de certains types d'agriculture encore plus bénéfiques pour l'environnement, d'où des aides spécifiques pour l'agriculture biologique. Donc un agriculteur biologique, il peut recevoir des aides au titre de l'aide aux revenus, comme tous les agriculteurs, et en plus, il peut recevoir des aides au titre de la conversion, donc entre conventionnel et agriculture biologique, ou alors des aides au titre du maintien en agriculture biologique. Mais là, encore une fois, et c'est ce qu'on expliquait avec Guillaume, donc ça, c'est le montant budgétaire alloué au développement de l'agriculture biologique et le nombre d'hectares qui sera financé. Ça, c'est du ressort, encore une fois, des régions et des États membres. Alors en France, il y a une volonté forte d'aller vers ce type de filière. Dans d'autres pays, la volonté est un peu moins forte. Mais donc, ce sont des aides qui sont complémentaires. Donc oui, il y a des aides particulières pour, je dirais, les types d'agriculture qui sont particulièrement, je dirais, soucieuses en fait de l'impact environnemental de l'activité agricole. Est-ce que la réponse vous convient? Sophie Primas, alors je vais vous représenter. Vous êtes sénatrice des Yvelines, vice-présidente de la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise, présidente du GAL, groupe d'action locale leader, qui signifie liaison entre actions de développement de l'économie rurale Seine-Aval. C'est un programme européen, et puis vous êtes aussi maire d'Aubergenville. On vous écoute. Encore pour 2 jours. Alors, je voudrais d'abord vous... C'est pas... Je sais pas. Il y a 2 boutons, donc c'est beaucoup trop pour une sénatrice, visiblement. Bon, vous m'entendez là, comme ça? Oui, ouais, c'est bon. Voilà, c'est bien. D'abord, je voudrais excuser mon retard. Il se trouve que voilà, j'ai mis 1h30 pour arriver du Sénat, donc c'était un peu compliqué sur la route. Donc pardon d'être aussi en retard. C'est une thématique agriculture, on aurait pu faire une thématique transport. Oui, je pense, oui, aussi. Alors sur la thématique agriculture, moi je voudrais d'abord vous féliciter de votre question. Pour la raison pour laquelle je vous félicite, c'est qu'il ne faut jamais croire à Arte. Voilà. Et que je vous demande d'exercer votre curiosité lorsque vous avez des programmes de ce style, qui sont des programmes qui vous balancent des informations
dont la moitié sont absolument fausses. Voilà, donc bravo pour votre question, parce que vous avez exercé votre curiosité, et vraiment, j'engage tous vos amis à faire la même chose, parce qu'il se dit beaucoup de choses, et beaucoup de choses fausses, notamment en ce moment, sur l'agriculture d'une façon générale, et sur l'agriculture biologique en particulier. Donc oui, effectivement, les pratiques agro-environnementales sont récompensées par davantage de soutien, et en particulier par le deuxième pilier de la PAC, sur la partie environnementale de la PAC, qui mériterait d'ailleurs de la part de l'Europe une simplification, si je peux me permettre, parce que c'est très très compliqué pour les agriculteurs de s'y retrouver aujourd'hui, et les règles, en fait, pour correspondre aux exigences de l'Europe et de l'exigence des mesures agro-environnementales sont connues après les cycles pendant lesquels on doit les réaliser. Quand on est agriculteur, on a quelque chose qui vous contraint, qui sont les saisons et la météo. Et quelquefois, les règles sont connues trop tard. Donc, en cela, l'Europe doit faire un effort de simplification. Et dans le règlement de modification de la PAC qui est en ce moment en cours, qu'on appelle l'omnibus, le président de la Commission est en train de demander des mesures de simplification. C'est toujours très compliqué d'avoir des mesures de simplification, mais en tout cas, l'Europe essaie de se simplifier. Donc oui, il y a des aides pour des pratiques agro-environnementales, pas toujours d'ailleurs 100% bio, mais des pratiques qui sont meilleures. Il y a des conversions, des primes de conversion bio qui sont là pour aider les agriculteurs à transformer leur modèle, parce que pendant les 3 ans, vous souffrez en termes de rendement, c'est compliqué, vous avez des revenus qui sont très très inférieurs, donc il faut qu'on aide les agriculteurs à compenser les pertes qu'ils ont pendant 3 ans, parce que pendant 33 ans, vos produits ne sont pas agréés bio, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les vendre plus cher, et pendant ce temps-là, vos rendements baissent. Donc il y a un moment où il faut aider les agriculteurs, et puis il y a des programmes comme les nôtres, comme les programmes Leader, qui sont là également pour aider les investissements des agriculteurs lorsqu'ils veulent passer au bio. Alors les investissements des agriculteurs, c'est quelquefois très très simple, c'est quelquefois du matériel qui va vous permettre de désherber plutôt que d'utiliser des produits phytosanitaires. Ça va être des endroits où ils vont pouvoir stocker. Voilà, toutes les aides qui vont pouvoir permettre de passer d'un modèle à un autre vont être également données dans le cadre de nos programmes Leader, voilà, qui sont des programmes de cofinancement entre les collectivités, l'Europe, les régions, voilà. Voilà. Donc on a beaucoup de façons d'aider le bio, mais d'aider d'une façon générale des pratiques plus vertueuses. Merci beaucoup, Sophie Primas. Est-ce que vous avez d'autres questions, vous, les élèves du lycée de Saint-Germain-en-Laye? Oui. Alors, il suffit de prendre le... Voilà. Bonjour, je m'appelle Bouteba Azouz, je suis habitant du Val d'Oise, je suis en BTS Production Horticole. Comme vous l'évoquiez tout à l'heure, très peu de jeunes s'installent ou ont des exploitations. Sachant que nous, dans notre métier, la nature, c'est un peu complexe. Il y a des risques, surtout météorologiques, ce qui peut carrément tout dévaster sur nos récoltes. Et il n'y aurait pas une sorte de comment je pourrais dire, excusez-moi, contribution face à ces risques, parce que nous, étant jeunes, on n'a pas de capital avec nous. Donc au début, il faudrait peut-être de la location, pour voir qu'on s'exerce, prendre de l'expérience, pour pouvoir après, plus tard, s'installer. Voilà, merci. Pierre Bascou. Ça fonctionne, j'ai de la chance. Oui. Non, ça c'est vraiment une question qui est très très importante, parce que c'est politiquement, c'est un sujet, le renouvellement des générations et l'installation des jeunes agriculteurs, c'est un sujet qui nous a beaucoup occupé et je dirais préoccupé depuis une dizaine d'années. Je crois que on a déjà mentionné les chiffres qui sont assez alarmistes, en fait, de 6% d'agriculteurs qui ont moins de 35 ans. Je crois qu'on doit être à 9 ou 10% pour ceux qui ont moins de 40 ans, parce que dans le système de soutien aux agriculteurs, on est jeune agriculteur jusqu'à 40 ans. Donc pour vous dire un peu que la problématique est là, et il a fallu relever, je dirais, le nombre d'années pour être qualifié jeune agriculteur. Donc il y a vraiment des dispositifs très importants d'installation, soit à travers des primes complémentaires au soutien aux revenus, soit à travers des primes à l'installation. Les États membres peuvent donner, les États membres ou régions peuvent donner jusqu'à 70 000 €
à l'installation d'un jeune agriculteur. Donc 70 000 euros, alors bon, avec une contrepartie d'avoir un business plan, etc. Mais il y a vraiment des aides qui sont très importantes. Les jeunes agriculteurs sont souvent traités en priorité au niveau de l'accès aux aides à l'investissement en capital, aux aides à la formation, aux aides pour avoir accès aux conseils. Donc c'est je dirais, je crois qu'on finance à la hauteur de près de 15 milliards d'euros sur l'ensemble de la période 2014-2020, je dirais les jeunes agriculteurs pour l'installation. Et si je me souviens bien, on finance à peu près 170 000 installations jeunes agriculteurs donc actuellement pour répondre à ces problématiques de renouvellement des jeunes. Donc au niveau financier, les aides sont là et je dois dire que la France est un des pays qui est le plus à la pointe en matière de soutien aux jeunes agriculteurs. Dans certains pays, vu que la plupart de ces aides ne sont pas obligatoires, parce qu'elles sont volontaires et cofinancées par les États membres, dans beaucoup de pays, en fait, ces aides n'existent pas. Si je prends le cas, par exemple, de l'Irlande, donc, qui est le pays d'origine du commissaire à l'agriculture à la Commission, l'Irlande a décidé de ne pas soutenir l'installation de jeunes agriculteurs. C'est un choix assez fort qui a été fait. Malheureusement, l'Irlande n'est pas toute seule. La France, à l'inverse, est le pays qui a le soutien le plus important en termes de jeunes agriculteurs. La France va soutenir pour les 4 prochaines années près de 40 000 jeunes agriculteurs. Donc on est le premier, vous êtes le premier pays en matière de soutien à l'installation des jeunes agriculteurs. Donc en matière financière, il n'y a aucune difficulté, les aides sont là et je dirais la préoccupation politique est là. Et je pense que pour la future politique agricole, on va essayer de faire encore plus. Malheureusement, je dois dire, ces aides financières et cet aspect financier n'est pas suffisant parce qu'on s'aperçoit que malgré tous ces milliards d'euros qui sont donnés et qui sont proposés aux jeunes agriculteurs, on a du mal à, je dirais, rendre le secteur agricole attractif et la vie en zone rurale attractive en fait pour les jeunes. Et ça, c'est une vraie difficulté qu'on a. Et c'est pour ça qu'actuellement, on est en train d'engager une réflexion avec les États membres pour voir dans quelle mesure on pourrait également essayer d'activer d'autres leviers que le levier, je dirais, financier pour attirer les jeunes agriculteurs. Comme par exemple faciliter l'accès aux terres pour les jeunes agriculteurs, faciliter la transmission des exploitations, faciliter, je dirais, la fiscalité pour les jeunes qui s'installent, qui ont des besoins de capital importants, etc. Donc c'est beaucoup d'autres choses qui relèvent de la compétence nationale, donc l'Union européenne ne peut rien faire à ce niveau-là, tout se fait au niveau national, mais on essaie vraiment d'inciter les États membres à prendre ce problème à bras-le-corps, parce que c'est, je dirais, pour la compétitivité, je dirais, et la viabilité du secteur agricole à long terme, c'est une vraie question c'est peut-être la question la plus fondamentale pour l'Union européenne. Dans 20 ans, on pourrait se retrouver avec quelques centaines de milliers d'agriculteurs à comparer à 10 ou 11 millions d'agriculteurs qu'on a actuellement. Pierre Bascou, juste une question de béotien, très, très naïve, vous me l'accorderez peut-être. Que des jeunes agriculteurs aient besoin d'aide pour démarrer, soit, mais on a l'impression à vous écouter que sans les aides, en fait, les agriculteurs meurent. On ne peut pas peut-être trouver un moyen qu'ils gagnent correctement leur vie, que ce qu'ils vendent soit vendu à des prix normaux et qu'ils gagnent sans forcément avoir des aides systématiquement, des aides, des subventions. Enfin, c'est pas une solution. Enfin, vu de l'extérieur, je trouve que c'est pas une solution, mais à vous de m'expliquer. C'est vrai, c'est pas nécessairement une solution, mais actuellement, pour beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de jeunes agriculteurs, c'est, je dirais, une nécessité. Parce qu'on vit actuellement dans un continent qui est relativement riche, un des plus riches en fait au monde, où la terre agricole coûte très cher, la terre en général et la terre agricole coûte très cher, où le capital coûte cher, où l'énergie coûte cher, où la main-d'œuvre est extrêmement chère. Et si on compare tous ces coûts de production, tous ces coûts de ces facteurs de production, si on les compare aux coûts que l'on peut observer au Brésil, en Amérique du Sud en général, même aux États-Unis, si on le compare à ce qu'on trouve en Ukraine, en Russie, en Australie, on voit bien que sans aide, nos agriculteurs auraient du mal à soutenir la comparaison et être compétitifs par rapport aux importations. Alors, il va sans dire qu'on a quand même beaucoup d'agriculteurs qui ne vendent pas sur le marché mondial et qui vendent sur des marchés locaux, régionaux ou nationaux. Donc on a quand même un niveau de compétitivité qui est assez élevé. Mais je crois que de penser que l'on puisse avoir à long terme un secteur agricole qui puisse vivre totalement sans soutien public,
Moi, en tout cas, à titre personnel, et là je m'exprime à titre personnel, je n'y crois pas trop en raison de ces éléments structurels. Et encore une fois, et je finirai par là, excusez-moi d'être un peu long, c'est que c'est aussi un choix politique. On pourrait très bien avoir des agriculteurs qui vivent sans aide, mais on aurait peut-être 100 000 agriculteurs dans l'Union européenne avec des exploitations agricoles de 20, 30, 40 000 hectares. Donc on serait vraiment dans un autre type d'agriculture, dans un autre type, je dirais, d'aménagement du territoire et d'occupation du territoire. Et donc je pense que dans l'Union européenne, en tout cas, jusqu'à maintenant, on a fait un choix politique d'avoir des agriculteurs partout, dans toutes les régions, dans toute l'Union européenne. Et je me dirais, ce choix aussi a aussi des conséquences en matière de soutien public. Alors on pourra toujours ergoter sur la nécessité de renforcer le niveau des prix, de rééquilibrer, je dirais, les prix payés aux agriculteurs et la valeur ajoutée générée par la chaîne alimentaire, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire et on essaie d'y remédier, mais globalement quand même, je pense qu'on aurait du mal à vivre, enfin le secteur agricole aurait du mal à survivre, je dirais, sans aide publique, même à long terme. Merci beaucoup. Une autre question dans la salle, au premier rang, monsieur. Hop, on va venir jusqu'à vous avec un micro. On vous écoute. Non ? Je vais venir jusqu'à vous. Allez, on y va, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Olivier de Seine, je suis meunier dans les Yvelines, à Offreville-Brasseuil, un petit village à côté de Mantes-la-Jolie. Et donc je vais rebondir sur le côté bio. Donc dans mon moulin, en fait, on écrase près de 80% de notre production en céréales biologiques. Donc on a besoin, pour inciter le jeune étudiant, j'allais dire, à persévérer dans le bio, on a besoin de céréales biologiques en France. On importe 30%, donc il faut absolument qu'on réduise ce chiffre. Et on a effectivement besoin des pouvoirs publics de l'Europe pour pouvoir pallier à cette importation et la faire diminuer pour qu'on ait des produits français. Et je voulais surtout insister sur le côté local. Aujourd'hui, les consommateurs veulent manger à proximité. Donc on a besoin de produits locaux, avec différents projets locaux, notamment avec Sophie Prima. On a pu, avec l'agence bio, on a pu faire une marque qui s'appelle Bio en Ile-de-France, Manger Bio en Ile-de-France, qui incite en fait des agriculteurs, j'allais dire, à se convertir en bio. On sait qu'aujourd'hui, il y a un marché qui est là et qui est en pleine expansion sur le bio. Et je voulais un petit peu rassurer tout le monde, dire que le bio, en France, ça existe. En Ile-de-France, oui. Dans notre département, oui. Et c'est une vraie volonté d'y arriver et d'améliorer encore les choses. Sophie Prima, on vous a cité. Avec le programme européen Leader, vous êtes attentif à quel genre de projet? Quels sont les types de projets que vous pouvez aider? Est-ce que ce genre de projet, les projets bio, ça retient un peu plus votre attention? Ou quel type de projets peuvent vous intéresser? Alors, ça y est, j'ai encore des soucis. Non, c'est bon? Non, on vous entend. Non, c'est bon, voilà. D'abord, je voudrais dire deux choses. Le bio est un marché en pleine expansion qui rencontre effectivement des demandes et qui rencontrera des demandes et donc des producteurs tant qu'on peut vendre le blé l'agriculteur peut vendre le blé 2 fois plus cher que le cours mondial. C'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui. Olivier, je ne dis pas de bêtises, 3 fois, voilà, 3 fois. Donc on doit être à, 400 € peut-être, quelque chose comme ça, à peu près. 480 en ce moment. Donc voilà, donc on est à peu près 4 fois, entre 3 et 4 fois plus cher que le blé plus conventionnel. Et donc, je pense qu'il y aura un souci si demain 100% de la production est bio, parce qu'on va évidemment ramener le cours du bio à des cours qui sont plus compatibles avec aussi la demande d'un grand nombre de Français d'une alimentation qui soit une alimentation accessible, y compris aux plus modestes d'entre nous. Donc il faut bien se dire que quand on mange du blé qui n'est du blé conventionnel, vous ne mangez pas de poison. Il faut aussi se mettre bien ça dans la tête. L'agriculture française, dans sa partie conventionnelle, est une agriculture de grande qualité. Je me tourne vers les gens qui partagent cette table. Il ne faut pas non plus avoir en tête qu'on est en train de vous empoisonner avec de l'agriculture conventionnelle. L'agriculture conventionnelle, elle a permis de gagner 30 ans d'espérance de vie
dans les 50 ou 60 dernières années, et je pense qu'il ne faut pas se laisser embrigader là non plus dans un système ou un discours qui serait il n'y a que le bio qui est extraordinaire. Le bio est un beau produit, c'est une demande aujourd'hui des Français, mais nous avons en France des productions qui sont des productions de qualité. Donc oui, compte tenu du fait que c'est une demande, le bio est une demande, nous aidons au travers des programmes leaders la transformation soit d'exploitation, soit de production, soit la valorisation de ces productions pour les rendre accessibles notamment au niveau local au plus grand nombre. Mais ce n'est pas tout ce que nous faisons. Nous renforçons également l'ensemble des entreprises agricoles qui sont sur notre territoire. Il y a des initiatives qui sont des initiatives extrêmement intéressantes d'installation d'outils de transformation de l'agriculture vers l'agroalimentaire. Ça, c'est extrêmement important pour nous parce qu'aujourd'hui, on produit des productions brutes, mais entre la production brute et le consommateur, il faut transformer. Et si dans la région parisienne, si dans l'Île-de-France et si dans la vallée de Seine, on n'a pas d'outils de transformation, on va perdre la valeur ajoutée locale. Parce qu'on a la chance d'avoir un moulin, mais entre le blé et puis le pain au chocolat, il y a quand même quelques étapes. Donc il faut qu'on ait des outils de transformation. Donc nous sommes très intéressés. On a quelqu'un qui a une légumerie ici, que nous aidons depuis le premier programme Leader. C'est très important que pour livrer la restauration collective, on ait des outils d'ensachage, de mise en production de tous ces produits, parce que les restaurateurs qui font de la grande distribution, ils n'achètent pas une botte de carottes sales tous les matins. Ils ont des besoins très importants en quantité pour livrer un grand nombre de cantines, de restaurants d'entreprise. Et il leur faut quand même si c'est de la carotte bio locale, il leur faut quand même de la praticité, il leur faut quand même que ça rentre dans un process industriel. Donc on a besoin de ces outils agroalimentaires. Donc vraiment, on flèche aussi sur ces outils de transformation agroalimentaire. Et puis, on a tout dans le programme Leader, une autre facette qui est de rapprocher l'agriculture avec les villes, en tout cas particulièrement dans notre vallée de Seine. C'est un programme qui est un peu atypique des autres programmes européens, mais dans la région parisienne, un de nos objectifs, c'est aussi de rapprocher les mondes agricoles et le monde urbain, et il y a des initiatives, notamment des collectivités territoriales, qui sont très importantes. Alors évidemment, les jardins partagés, etc., mais aussi d'autres initiatives qui permettent au monde urbain de découvrir le monde rural. On avait jusqu'à présent deux mondes qui se tournaient un peu le dos et qui aujourd'hui essayent de se parler et essayent d'avoir des initiatives de discussion et de rencontres. Merci Sophie Primas. Une autre question. Ouais. Une question sur la biodiversité économique pour M. Roty. On parle beaucoup ce soir d'agriculture, et au même titre, un tissu industriel et économique au sens large, ça recoupe la question agricole. On va souvent sur le Big is Beautiful, on a de plus en plus de grands groupes. Comment l'Union européenne, associée au pays, essaye d'orienter ces aides pour qu'on ait un écosystème économique où des aides puissent être accessibles aux petites entreprises et aux moyennes entreprises? Comme monsieur disait tout à l'heure qu'un jeune veut créer une exploitation, il faut qu'il soit aidé. Forcément, il faut lancer à un moment donné son petit commerce, sa petite entreprise. Est-ce que l'Union européenne a une politique sur ce mix d'aide par rapport aux grands groupes, aux petites entreprises et aux TPE? Oui, et en fait, la majorité des aides européennes vont plutôt aux PME qu'aux très grands groupes, pour être transparent. C'est tout simplement parce que c'est là où ça crée le plus de valeur. Donc, un grand groupe, on va l'aider. Un grand groupe, ce qu'il va faire, c'est qu'il va participer à un programme de recherche dans le cadre d'Horizon 2020, où effectivement, il va se mettre en accord avec des universités pour faire de la recherche et de l'innovation assez compliquée, où il y a besoin de beaucoup de capital. Et donc ça, il va pouvoir avoir ce type d'aide. En revanche, on a bien conscience que pour la compétitivité économique des pays et des territoires, ça commence au niveau des PME. Et donc on a toute une gamme d'aides. Alors j'aime pas tellement parler d'aide parce qu'en fait, comme j'expliquais au tout début, ce qu'on essaye de développer le plus, c'est de faciliter l'accès aux prêts. Je pense que la meilleure manière pour une entreprise de se développer, c'est de pouvoir trouver des financements
de ne pas être confronté à une banque qui dit ben non, votre projet, j'ai pas envie de le financer parce que c'est trop risqué, mais d'être plus confronté à une banque qui dit ah oui, ça a l'air intéressant, bon ok, vous créez votre entreprise, mais pourquoi pas, allons-y. Et donc c'est vraiment ça qu'on essaye de développer. Et donc pour les petites entreprises, on a par exemple signé des accords avec une filiale de la Banque Populaire qui est spécialisée dans les prêts à la création d'entreprises. Donc c'est des prêts qui font 10 000, 15 000 euros et qui aident quelqu'un à monter sa boîte. On a aussi des prêts qui sont pour la transmission de petites PME, parce qu'il y a beaucoup de PME qui ont été fondées par... c'est un peu le problème, même problème que pour l'agriculture, où quelqu'un a sa PME, il part à la retraite, et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas reprendre les entreprises. Et donc on essaye d'avoir des mécanismes qui vont aider à la reprise d'entreprise. Donc ça c'est un axe qu'on développe énormément, et sur... je mentionnais là le plan Juncker tout à l'heure, il y a bien un tiers des montants qui sont investis qui sont vraiment fléchés pour les PME. Après, d'un point de vue plus macroéconomique, nous, ce qu'on pense, c'est qu'en Europe, ce qui manque, ce n'est pas des petites entreprises, parce qu'il y en a plein, ce n'est pas des très grosses boîtes, parce qu'il y en a aussi plein, il y a plein de leaders mondiaux, c'est des entreprises qui sont un peu entre les deux. Donc, c'est des entreprises où il y a entre 300 et 1000 salariés qui ont déjà une taille suffisamment grande pour avoir des vrais effets d'échelle, parce qu'en fait, d'un point de vue économique, plus l'entreprise est grosse, plus elle est productive et plus elle est efficace. Et ça, d'un point de vue de compétitivité externe, c'est positif. Et donc, en fait, en Europe, on manque un peu de ce trou-là. Et on se rend compte que les régions où il y a un tissu de... On appelle ça ETI, d'entreprises de taille intermédiaire. Donc, c'est essentiellement en Allemagne, la Ruhr, la Bavière, l'Italie. C'est plutôt les Pays-Bas, c'est plutôt les régions qui fonctionnent le mieux. Et donc, en fait, ce qu'on essaye aussi, c'est d'avoir des programmes pour aider la PME qui a plutôt bien réussi, 50 salariés, qui a un bon produit, à passer à de 50 à 500, voire 1000. Et ça, c'est aussi un gros axe de développement qu'on a. D'autant qu'il y a beaucoup d'aides, que ce soit FEDER, Fonds européen de développement régional, et FSE, Fonds social européen, FEADER, Fonds européen agricole pour le développement rural. Mais en fait, il y a beaucoup d'aides, mais en fait, arrêtez-moi si je me trompe dans la salle, mais c'est qu'on ne sait pas soit qu'elles existent, soit comment en bénéficier. C'est quoi la procédure, en fait, concrètement? Si je peux essayer de clarifier pour tout le monde, parce que ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. Non, il y a un dossier de 350 pages à faire. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah. Si vous êtes une entreprise et que vous cherchez un financement européen, vous devez aller voir, en gros, 3 personnes. La première, c'est votre région. Et on ne le répétera jamais assez. Le premier canal de financement pour n'importe qui, c'est même association, c'est pareil, c'est la région. Après, si la région vous demande un dossier de 350 pages pour obtenir l'aide européenne, c'est à la région qu'il faut se plaindre, ce n'est pas à nous. Donc, c'est la région qui fait ses appels à propositions, qui organise la manière dont il donne les financements. Et ça, vraiment, et la région a un panel de financement, vous avez mentionné tous les fonds structurels qu'il y a, qui est très large. Après, ça couvre les activités de recherche et d'innovation, compétitivité, création d'entreprises. Et comme on expliquait, ça dépend de chaque région. Donc ça se trouve, vous allez avoir de la chance et avoir une région qui fait exactement ce que vous voulez. Et j'imagine que dans la région, il y a un accompagnement qui est proposé et de l'aide. Exactement. Il y a aussi des régions qui aident les entreprises à faire des dossiers pour postuler au financement européen. Mais ça, c'est régionalisé. Le deuxième grand type d'aide que vous pouvez avoir, ce ne sont pas des aides, c'est ce que je mentionnais, c'est des prêts améliorés, on va dire. Et là-dessus, il y a une liste de partenaires financiers, donc de banques, pour être concret, avec qui on a signé des accords pour aider ces banques à faire plus facilement des crédits à plus d'entreprises. Cette liste est publique et la seule chose que vous devez faire, c'est aller voir la banque, lui présenter le dossier de prêt de votre entreprise. On ne vous garantit pas que vous aurez votre prêt, mais en tout cas, vous aurez plus de chances de l'avoir que s'il n'y avait pas le soutien de l'Union européenne. Et le troisième canal de financement, qui est peut-être le plus complexe, c'est celui des programmes européens thématiques. Donc ça, c'est le financement européen où on essaye de se dire, en se mettant ensemble tous les pays, on va pouvoir faire des choses mieux et qu'on n'aurait pas pu faire si on était resté chacun dans notre coin. Et ça, l'exemple typique de ça, c'est le programme pour la recherche Horizon 2020, où on a mobilisé des financements qui vont servir soit à faire des recherche qui coûte tellement cher qu'aucun pays n'est capable de la payer eux-mêmes, soit on crée une émulation entre les différents acteurs européens et donc on va mieux utiliser et financer des meilleurs projets. Ça, c'est des programmes qui sont un peu plus compliqués, forcément parce que en fait, vous êtes dans un appel à proposition qui n'est pas régional, mais qui est européen. Donc vous êtes en concurrence avec tout un tas d'autres entreprises qui postulent pour la même subvention
sur le même type d'activité que vous. En revanche, une fois que vous en bénéficiez, c'est un formidable outil d'accélération. Merci Guillaume Roty. On a une dernière question. Donc, Fabienne Devez, vous avez donc évoqué depuis tout à l'heure le fait qu'il y a une gestion partagée d'un certain nombre de domaines. On sait qu'en France, dans ce domaine, on veut, et notamment au niveau agricole, on cherche à être vertueux et par conséquent, il y a un certain nombre d'exigences et de contraintes qui sont propres à la France, qui finissent par entraîner ce que le monde agricole appelle des distorsions de concurrence. Est-ce que vous avez une réflexion dans ce domaine entre les distorsions de concurrence entre les différents pays, du fait effectivement des contraintes, alors les contraintes, la traçabilité, etc., tout ce qu'on appelle vertueux, à la contrepartie de cette distorsion de concurrence. Donc, est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? Et la deuxième réflexion que je voudrais vous faire, c'est il y a bien évidemment, on se rend compte de la fragilité de l'agriculture par rapport aux aléas climatiques. Ces aléas climatiques, excusez-moi, sont de plus en plus importants. Est-ce qu'il y a aussi une réflexion et où on en est sur une aide aux assurances risques, récoltes, etc., etc. Qui se lance? Pierre Bascou? Ok, je vais essayer. Votre première question est extrêmement pertinente, surtout en France, où on a une administration qui est importante, disons, beaucoup plus importante que dans d'autres pays. C'est une tradition bien française, qui a déteint un petit peu sur l'administration bruxelloise. Et c'est vrai que c'est, je dirais, c'est quelque chose qui nous préoccupe vivement, car actuellement, on est plutôt dans une orientation politique et une réflexion politique visant à octroyer beaucoup plus de subsidiarité, donc beaucoup plus de pouvoir et de pouvoir de décision aux États membres et aux régions, parce que très concrètement, à la Commission européenne, on est 22 000 fonctionnaires. À la Direction générale de l'agriculture, on a à peu près 950 personnes pour gérer 60 milliards d'euros. On est très très peu nombreux, et donc on est forcément obligé de se reposer de façon croissante sur les administrations publiques nationales ou régionales. Et donc, et c'est un vœu, je dirais, de la plupart des pays, donc de récupérer une partie du pouvoir, une partie de la gestion. Et à mon sens, je pense que ça va vraiment dans le bon sens, parce que, comme l'a précisé Guillaume au début du débat, les régions savent beaucoup mieux, connaissent beaucoup mieux les besoins et, je dirais, et ce qui est nécessaire pour, je dirais, aider et financer les milieux économiques que Bruxelles. Ceci étant dit, ça peut entraîner certaines dérives, et on l'a vu dernièrement en France, donc avec les problèmes liés au paiement des agriculteurs, et tous les agriculteurs. On a bien vu qu'il y avait un espèce de goulot d'étranglement, alors qui pourrait entraîner, je n'appellerai pas ça des distorsions de concurrence, mais c'est vrai que des différences de traitement entre agriculteurs français et agriculteurs d'autres pays. Et donc c'est quelque chose sur lequel nous essayons de réfléchir, alors dans le cadre de cette plus grande subsidiarité, voir comment simplifier, comment augmenter, je dirais, le niveau de simplification, de sorte que cette lourdeur administrative n'entraîne pas, je dirais, de traitement trop différencié entre agriculteurs. Mais c'est une vraie problématique et c'est un vrai problème, mais je m'excuse de dire, c'est un problème actuellement qui est franco-français. La France est le seul pays à avoir eu cette difficulté de mise en place de la nouvelle réforme de la PAC. On n'a eu aucun problème en Grèce, aucun problème à Malte, aucun problème en Finlande, aucun problème en Irlande. On a eu et on a un vrai problème actuellement en France. Et je dirais, vu de Bruxelles, c'est une vraie question et une vraie interrogation. Et je dirais que ça préjuge un petit peu, ou ça préempte un petit peu de ce qu'on pourrait faire à l'avenir. En ce qui concerne votre deuxième question, la gestion des risques, que ce soit des risques climatiques ou risques sanitaires, on le voit bien maintenant avec l'émergence de difficultés sanitaires depuis quelques années. On a mis en place un certain nombre d'outils avec la réforme 2013, donc des outils qui permettent aux agriculteurs de contracter des assurances pour pallier, je dirais, pour se protéger de ces aléas climatiques ou sanitaires.
On a mis en place également des aides à la création de fonds mutuels pour que les professionnels et, je dirais, l'interprofession puissent s'aider elles-mêmes et puissent gérer, je dirais, au mieux ces risques. On a mis en place également un outil qui s'appelle un outil de stabilisation des revenus. Force est de constater malheureusement que 3 ans plus tard, il y a très très peu de pays qui ont mis en place ce type d'outil. Je crois qu'il y a 4 ou 5 pays, et c'est surtout l'Espagne et l'Italie, un tout petit peu la France et un tout petit peu la Pologne, et les Pays-Bas également. Donc on voit bien que ce type d'outil, tel qu'il a été mis en place en tout cas, ne répond pas réellement aux besoins des agriculteurs. Je dirais que c'est lié à la nature de l'outil, parce qu'on a dû respecter, je dirais, au niveau technique, certaines contraintes liées à l'Organisation mondiale du commerce, qui fait qu'en fait, on ne peut pas activer ces outils si la perte de production, la diminution de revenus est supérieure à 30%, etc. Bon, là, c'est très technique. Et donc, alors, on essaie de remédier à cette partie-là. L'autre élément, je dirais, qui a limité le développement de ce type d'outils, c'est qu'actuellement, le meilleur instrument pour gérer les risques pour les agriculteurs, ce sont les aides directes. Actuellement, qu'on le veuille ou non, et qu'on soit satisfait ou non, actuellement, 50% du revenu des agriculteurs, en moyenne dans l'Union européenne, provient de ces aides aux revenus, de ces aides directes. Et donc, pour un agriculteur, je dirais, la meilleure assurance qu'il peut avoir au niveau de son revenu, et celle qui lui coûte le moins cher, ce sont ces aides directes. Je pense qu'à l'avenir, dans une perspective peut-être où on aura une pression un peu plus forte sur le budget de la PAC, ce besoin, je dirais, d'avoir à disposition des agriculteurs des outils pour mieux gérer les risques climatiques, sanitaires, environnementaux, etc., va être beaucoup plus forte. Et là, il faut vraiment qu'on réfléchisse je dirais, à rendre ces outils beaucoup plus attractifs. Alors, ça commence un petit peu, vous avez fait référence donc au règlement Omnibus, donc qui est en voie d'être adopté actuellement, qui permet de faciliter l'activation de ce type d'outils de gestion de risque. Est-ce que ce sera suffisant? À voir. Donc on verra dans 2 ou 3 ans. Mais je pense que pour la prochaine période de programmation, je pense qu'il faudra vraiment qu'on renforce nos réflexions et, je dirais, l'attractivité et le soutien à ce type d'outils. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus important, que ce soit climatique, mais également sanitaire. Ne l'oublions pas, on fait face à des crises sanitaires pratiquement dans la plupart des régions européennes depuis 2 ou 3 ans. On l'a vu avec la grippe aviaire, la peste porcine, etc., etc. Donc là aussi, pour le secteur de l'élevage, il y a une vraie problématique. Merci Pierre Bascou. Une dernière question très rapidement, peut-être. Vous, les étudiants, est-ce que vous avez quelque chose, une question à poser? C'est le moment de vous lancer. Dans la salle, peut-être? On a de la chance. Non? Si. Une dernière question. Allez, très rapidement. Question courte, réponse courte. Marie-Claude Mignoret. À propos des entreprises, cette fois, et pas agricoles, qu'est-ce que vous constatez qui est le plus souvent demandé? Parce que je comprends, le monde agricole fait partie de la région, c'est par nature, mais l'entreprise peut avoir un devenir différent. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir une image simplement. Secteur d'activité, vous avez parlé de la taille de l'entreprise. Est-ce que c'est un nouveau produit? Est-ce que c'est un aménagement sécurité, par exemple? Parce que ça coûte très cher. Quel est le type de financement qui se fait à ce niveau-là? C'est ça. Quel est le type d'entreprise? Dans quel secteur on peut espérer avoir une... Et le type de projet qui est pris en compte? Est-ce que ce sont par exemple plus des projets innovants Alors je pense que d'assez loin, c'est l'innovation. Parce que ça fait du sens. C'est là où avoir de l'argent public qui aide les entrepreneurs à innover, parce qu'il y a beaucoup de risques et qu'on ne sait pas si ça va marcher, et parce que si ça marche, ça crée des effets positifs pour beaucoup de gens, et ça c'est important aussi dans la logique de financement public. Donc ça c'est quelque chose qui est d'assez loin, à la fois sur les prêts et sur les subventions, le secteur, l'activité, le type d'activité où on va agir le plus. Après, en France, on a essayé d'orienter aussi un peu sur la création d'entreprises, donc vraiment les très petites structures, les prêts de 10 000, 30 000 euros, quasiment du microcrédit pour aider à faire émerger des nouvelles structures. Et un dernier axe qu'on a, qui est un peu plus technique mais qui n'est pas inintéressant, c'est celui de l'équipement. En fait, aider les entreprises à acheter des équipements, parce que beaucoup d'entreprises françaises ont
soit pas de robots, soit des ordinateurs très vieux avec Windows 5, soit des choses qui fonctionnent pas très bien. Et bizarrement, elles trouvent pas trop de soutien pour les aider à renouveler leur équipement, et donc elles ont besoin d'un peu d'un coup de pouce public pour pouvoir avoir des nouvelles machines et être plus compétitifs sur les marchés. J'imagine qu'il y a un peu pareil dans l'agriculture sur le renouvellement des équipements agricoles qui sont peut-être un peu vieux maintenant. Donc ça, c'est une autre priorité qu'on pousse pas mal en France. Merci beaucoup. Une dernière question avant de se quitter. Pierre Bascou, vous, qu'avez-vous retenu des attentes exprimées ce soir? Oula. J'ai eu beaucoup de questions, des attentes, je ne sais pas s'il y avait des beaucoup attentes, d'attentes. Plus de clarté, de l'argent. Oui, plus de clarté, plus d'informations concernant les soutiens. Moi, j'aimerais dire un mot pour compléter ce qu'a dit Guillaume quand même, concernant les investissements et le choix qui est fait en matière d'investissement. Dans l'agriculture, et c'est ce qu'on observe un petit peu dans toutes les régions de l'Union européenne, il y a un choix un choix très fort qui est mis sur l'innovation, sur la transition écologique, mais également dans certains pays, dont la France, sur les jeunes agriculteurs. Et je voudrais dire, on parlait d'équipement, moi, c'est mon opinion personnelle, je suis convaincu qu'on est à la veille actuellement d'un changement radical dans la nature du métier d'agriculteur, je dirais même d'entrepreneur en agriculture, avec l'émergence des nouvelles technologies, qu'elles soient la technologie numérique, biotechnologie, etc., avec l'émergence de la robotique, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, on voit, je dirais, le niveau technologique en fait, du secteur agricole se développer à vitesse grand V, je dirais de façon exponentielle, et je suis convaincu que dans 5 ou 10 ans, les jeunes qu'on a en face de nous exerceront un métier, s'ils ont la chance de s'installer dans le secteur agricole, ils exerceront un métier qui sera totalement différent de ce qu'on a actuellement. Et juste pour dire qu'on essaie au mieux de financer et de soutenir toute cette transition écologique, mais également technologique. Et je pense que le secteur agricole a un vrai avenir en termes de secteur économique, mais également en termes d'attractivité dans l'Union européenne. Et donc, je dois dire que pour les jeunes, en tout cas, vous avez bien de la chance, parce que moi, j'ai passé l'âge maintenant, je suis au-delà de 40 ans, je suis plus jeune agriculteur, mais je pense que dans 10 ans, vous aurez vraiment des perspectives qui sont, même dans 5 ans, qui sont vraiment extrêmement enthousiasmantes. Merci. Sophie Primas, un mot de ce que vous avez retenu. J'ai le tort d'être arrivé trop en retard pour retenir. Ce que je veux dire, peut-être en parallèle de ce qui vient d'être dit, c'est que je partage complètement le fait que l'Europe est un soutien très important, notamment dans le domaine de l'innovation. Et que s'il y a un secteur en France qui a le palmarès absolu de l'innovation, ça a toujours été vrai, quels que soient les temps, c'est justement l'agriculture. C'est en agriculture qu'on a toujours fait le plus d'innovation dans tous les secteurs économiques. Et donc, je partage avec vous l'enthousiasme qui doit être le nôtre, qui doit être celle des jeunes, de se dire que l'agriculture demain, ça sera un métier extrêmement technologique, extrêmement moderne. Je ne sais pas si ce mot-là est moderne d'ailleurs lui-même, mais en tout cas de nouvelles technologies qui embrassent des technologies qui sont très très différentes, qui vont effectivement des drones, du GPS, du satellite, des biotechnologies, de la génétique, enfin vraiment tous les champs sont parcourus par l'agriculture. Et je pense que l'Europe doit vraiment se focaliser sur les investissements qui concernent l'innovation, car c'est l'innovation qui permettra demain aux jeunes de gagner en compétitivité sur l'agriculture française. S'adapter en permanence. Merci Sophie Primas. Plus Guillaume que ça. Roty. Alors, moi j'ai retenu une demande d'information assez importante sur les financements européens, sur le bio, sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce qu'on entend ou les idées qu'on peut avoir sur les aides pour les PME, c'est compliqué ou ça n'existe pas. J'ai aussi retenu ce que j'ai pas entendu, au sens où j'ai trouvé que
les participants étaient très disciplinés en ne posant que des questions sur les financements et pas sur le reste, mais peut-être aussi rappeler que voilà, l'Union européenne, c'est pas que des financements, c'est un des outils qu'on a dans l'Union européenne, c'est effectivement d'essayer d'avoir un budget européen pour dépenser ensemble et de manière plus efficace et mieux sur des priorités communes, mais qu'à la fois dans le domaine agricole et dans tous les autres domaines de compétitivité et innovation, on fait énormément de choses au niveau européen, en choix de politique, en décidant ensemble, en mettant ensemble, se fixant ensemble des objectifs. On a parlé des transitions numériques, écologiques, qui sont vraiment des défis qu'on doit gérer au niveau européen. Et donc l'Europe, c'est aussi beaucoup ça, et pas que de l'argent, même si c'est important. Il faut aussi avoir des idées pour obtenir de l'argent. Merci à tous nos invités. Merci à vous dans la salle d'avoir participé à ce débat. J'invite maintenant René Priou. Il est conseiller municipal de Saint-Germain-en-Laye. Il va nous rejoindre pour la conclusion. Je voulais tout d'abord, avant de donner quelques mots de conclusion, remercier toute l'assistance parce que nous faisons beaucoup de réunions, de conférences à Saint-Germain. Et ce soir, je suis ravi de voir qu'il y a énormément de jeunes. En général, la moyenne d'âge est supérieure à 40 ans, effectivement. On a droit à une subvention, mais on a droit à participer. Les jeunes ne sont pas très souvent là. Donc je suis ravi, déjà, c'est le premier point. Secondement, je suis aussi ravi de voir que M. Bassou est d'origine occitane et il est à Bruxelles. Je suis moi-même d'origine occitane, je suis à Saint-Germain et j'ai été également à Bruxelles, puis j'étais moi-même à la Commission européenne il y a quelques temps. Mais ce que j'ai retenu, c'est complexité, ça m'a frappé. Complexité, parce que lorsqu'on est un peu dans le système, effectivement, on connaît les canaux. Lorsqu'on n'est pas, tout paraît complexe. Mais il y a quand même des notes d'optimisme, puisque naturellement, il y a complexité à cause de la multiplicité des aides. Je suis allé voir par curiosité aujourd'hui sur Internet, site de la Commission européenne. Il y a à peu près 220 types de subventions indépendantes. Puis vous avez tous les grands fonds structurels, FEDER, en fait, je ne vais pas le rappeler. Donc c'est compliqué. Ensuite, il faut savoir que l'aide est massive. L'aide de la Commission européenne sur la période, elle a été évoquée 2014-2020, va représenter 350 milliards d'euros sur un budget qui doit être à peu près de l'ordre de 1100 milliards sur la période, c'est-à-dire un tiers du budget de l'Union européenne, c'est budget pour l'aide. Donc c'est très important, mais les notes d'optimisme, c'est ce qu'a dit M. Routy, c'est-à-dire qu'il y a de la simplification d'une part qui est en cours, d'autre part qu'il y a des canaux. S'il y a beaucoup d'aides, il y a des canaux, 3 ont été cités principaux. Donc ça, c'est une bonne note d'optimisme. Je voudrais finir sur un point d'optimisme particulier. Bon, vous avez bien compris que la fibre européenne, tout ce que peut souhaiter pour être optimiste à M. Monory, d'obtenir lui aussi sa fibre dans sa commune. Je vous remercie à tous. Regina ? Je crois qu'on a oublié d'annoncer qu'on peut continuer le débat d'une manière beaucoup plus au buffet, agréable, avec du jus de pomme pour les mineurs. Tout ça, c'est sinon il y a de la bière pour les majeurs. Producteur local également, donc pour être dans l'ambiance. Bravo. Merci, merci à tous et n'oubliez pas en sortant de remettre le petit questionnaire qui vous a été donné à l'arrivée. Vous pourrez ainsi dire ce que vous avez pensé de ce débat et quels sont les sujets qui vous intéresseraient pour un prochain débat. Bonne soirée à toutes et à tous.